France24.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. J'attache une importance fondamentale à nos 5 sens parce que c'est eux qui nous permettent d'appréhender la vie. Ils sont source de plaisir, bien sûr, mais parfois aussi de déplaisir. Et on ne leur donne pas tous la même importance. Et d'ailleurs, suivant les personnes, c'est un sens ou un autre qui va être dominant. Par exemple, je vais prendre tout à fait comme ça par hasard, les relations amoureuses. On a tendance à dire que les hommes sont dominés par le regard, tandis que les femmes le sont par l'odorat. Bien que les femmes sont aussi très sensibles des oreilles, et ça, les hommes le savent très bien. Néanmoins, il me semble que le toucher reste le sens essentiel, puisqu'on sait très bien qu'un enfant, un bébé, plutôt un nourrisson qui n'est pas touché, va mourir. En tout cas, je vous propose qu'en compagnie de Michel Odoul, nous abordions les 5 sens, notamment sous l'angle du symbolisme, et puis aussi, on va essayer de voir quel sens on peut donner lorsque l'un de nos sens est déficient, que ce soit de naissance ou après un accident ou une maladie. Mais si on s'en réfère en langage populaire, il me semble qu'on a déjà pas mal de réponses, et j'ai trouvé beaucoup de phrases, je vais pas toutes vous les dire, mais on dit je ne peux pas le sentir, il y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, il me sort par les yeux, enfin bref, il y en a énormément d'expressions populaires qui parlent de nos 5 sens. Et donc, si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, venez nous rejoindre. Et pour ça, bien sûr, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Michel Odoul. Bonjour Brigitte. Je crois pas qu'on aura assez de 2 heures pour aborder les 5 sens. Ah oui, tout dépend jusqu'où on va vouloir aller, oui, effectivement. On veut toujours aller très très loin, on parle vrai ici, vous savez. Mais c'est vrai que les sens sont quelque chose de fondamental et d'essentiel pour l'être humain, puisque c'est ce qui lui permet de percevoir le monde qui lui est extérieur. Et par conséquent, ce sont les éléments, comment on va appeler ça, les champs informationnels qui nous permettent de à la fois exister, nous développer, nous mouvoir, percevoir, comprendre, anticiper le monde extérieur et les événements ou les sollicitations qui peuvent en émaner. Très globalement, les sens, ils sont tous reliés à notre cerveau, puisque ce sont des vecteurs et des outils d'information. D'ailleurs, la seule partie de notre corps qui a les 5 sens qui sont présents, c'est la tête. Puisque c'est au niveau de la tête que nous avons les oreilles pour entendre, le nez pour sentir, la bouche pour ressentir le goût, les yeux pour voir et la peau du visage pour ressentir par le toucher. Et chacun de ces sens est, notamment selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise, lié à des organes particuliers, à des fonctions privilégiées particulières et à des champs psychiques particuliers. C'est-à-dire ce que nous percevons avec les yeux n'est pas la même chose que ce que nous percevons avec les oreilles ou avec l'odorat, le toucher, etc. Ensuite, il y a des liens très particuliers de ces 5 sens avec une structure de notre système nerveux qui s'appelle le système neurovégétatif, qui est celui qui, dans notre corps, a la charge de, à la fois, bien sûr, toutes les fonctions non volontaires, mais également un système particulier qui s'appelle le système endocrinien, et qui, système endocrinien, est finalement une espèce de chef d'orchestre caché, profond, entre guillemets obscur, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le sens où il est caché, mais qui est celui qui détermine notre positionnement et nos modes réactionnels au monde, c'est-à-dire que c'est même lui qui peut aller jusqu'à générer un malaise vagal pour couper cette relation au monde quand ce que nos sens en perçoivent est trop problématique, trop percutant, et etc. Pour nous protéger en quelque sorte. Pour nous protéger, c'est un système, voilà. Et que chacun de ces sens aussi est en lien avec des grandes symboliques, c'est-à-dire du positionnement que nous avons à ce monde. Et il faut savoir que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, aucun de ces sens n'est objectif. C'est-à-dire que ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons, ce que nous percevons par le toucher, est en fait quelque chose qui n'est pas une information objective, mais qui est déjà une interprétation du réel. Subjective, donc, par rapport à notre perception personnelle, etc. Et ça explique d'ailleurs pourquoi certains vont attacher plus d'importance à la vue, d'autres à l'oreille, enfin, etc. Oui, absolument. Alors, j'ai appris avec donc des personnes qui travaillent sur les neurosciences que le pire pour un être humain, contrairement, alors je parle pas de la peau parce que sans peau on peut pas vivre de toute façon, mais le pire de 4 autres sens qui nous reste, le pire c'est l'ouïe. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pire d'être sourd que d'être aveugle, parce qu'il paraît qu'on est dans une sorte dans le monde du silence et que là on n'est plus du tout relié aux autres. Mais c'est au-delà de ça.
C'est-à-dire qu'il faut savoir, et là les fondamentaux de la médecine traditionnelle chinoise peuvent nous aider à comprendre ça. Le sens de l'ouïe est associé à un organe fondamental dans le corps qui s'appelle les reins, et qui sont les organes qui ont la charge à la fois de gérer les liquides organiques, c'est-à-dire les mémoires profondes, de gérer les sels minéraux, les structurations de ces sels minéraux, c'est eux qui constituent le squelette, les structures osseuses, et d'être ce qui est porteur de nos grands archétypes, nos grandes structures et nos grandes croyances de fond. Or, ce sens de l'ouïe est celui qui amène une information résonante. Elle permet de s'approprier, de percevoir les sons. On est dans la logique du verbe créateur. On est dans la logique que le principe de vie est une fréquence et une sorte de diapason. La coupure à cette information-là est quelque chose d'extrêmement perturbant et bouleversant. Même si on développe des sens... On sombre dans un monde abyssal. Voilà. Mais il suffit pour ça de regarder ce qui permet de percevoir les sons, qui s'appelle l'oreille. Mais quand vous regardez bien une oreille, c'est un fœtus, la tête en bas. Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, ça ressemble. Il y a là-dedans donc tout ce que sont les archaïsmes, qui sont les archaïsmes propres à l'être humain. Et ce sens-là est extrêmement... On pourra évidemment parler de beaucoup de mots de l'oreille tout au long de cette émission. Alors, puisqu'on y est, l'ouïe, c'est les reins, la vue, c'est... La vue, c'est le foie. D'accord. Et ensuite, on va passer... L'odorat, c'est les poumons. Oui. Le goût, c'est la rate. Et la peau, c'est le cerveau. Et comment on va dire ça? Le cerveau et le cœur. D'accord. Si vous voulez. Oui, on voit bien l'importance, parce que le cœur et le cerveau, quand ces deux organes sont touchés, en général, on est mort. Hein. Et puis quand vous touchez la peau, vous sécrétez des hormones qui ont à voir avec ce qu'est capable de ressentir le cœur. Puisque le toucher est un outil absolument essentiel et important. On pourra peut-être le réévoquer. D'où l'importance du toucher pour les petits-enfants, vous l'évoquiez tout à l'heure. Mais d'où l'importance du toucher pour les personnes en fin de vie. Parce que les personnes en fin de vie, voilà, sont malheureusement très souvent elles sont en coupure avec leur corps, puisque leur corps, elles le rejettent puisqu'il les fait souffrir. Et donc, c'est une réconciliation au corps, et le toucher génère la sécrétion d'une hormone particulière qui s'appelle l'ocytocine, qui elle-même s'appuie sur une autre qui s'appelle la sérotonine. Et on est donc là sur les hormones, à la fois ce qu'on va appeler les hormones de l'amour, mais les hormones du bien-être, les hormones qui sont des hormones de la récompense. C'est le toucher et le sens qui amènent une notion et un ressenti de bonheur. Qui nous relie le plus aux autres, on pourrait presque dire. Oui. Bien sûr. Puis à notre être. Bien sûr. Mais alors, ce qui est curieux, c'est que vous parlez du goût, ce serait la rate. Alors la rate pancréas, rate pancréas, estomac. On peut vivre sans rate? Oui, alors bien sûr, mais ça, qui dit que ça n'a pas de conséquences? Non, je sais bien, mais voilà, c'est un organe dont on peut, peut survivre sans rate. Alors, c'est organe associé, c'est rate et pancréas. D'accord. Ce sont les deux organes qui sont associés. Voilà. C'est déjà plus utile. Voilà. Oui. C'est-à-dire que et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce qui est la rate et le pancréas, qui est en lien avec ce qu'on appelle la terre, la densité, donc c'est ce qui permet le goût, ce qui permet de percevoir la nourriture matérielle, ça fonctionne en intrication très forte avec ce qu'est l'odorat, qui est la capacité à la captation de l'air, qui est l'autre champ informationnel. Et quand on dit je n'ai plus goût à rien, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre un peu de la déprime et qu'on n'est plus trop relié sur la terre, évidemment. Voilà. Mais que quand vous perdez l'odorat, votre goût est perturbé. Oui, absolument. Et ceux qui ont eu la Covid le savent très bien. Bon, on a déjà fait un tour d'horizon assez vaste, et maintenant on va entendre. Peut-être que vous avez des problèmes aux yeux. On pense par exemple une perte de la vue. Oui, il peut y avoir du structurel. Les oreilles, c'est les acouphènes. Enfin, il y a plein de choses qui, évidemment, je suis sûr, parlent à tout le monde, et on va certainement voir. Sur chaque sens, il y a des pathologies qui peuvent être structurelles ou qui peuvent être conjoncturelles ou situationnelles. Vous parliez des yeux, il peut y avoir la DMLA. Mais on parle des yeux, il peut y avoir aussi une conjonctivite. C'est-à-dire, il peut y avoir une allergie bien ou sûr, quelque chose. Donc, il y a à la fois du situationnel, il y a du structurel, etc. Vous nous appelez, mais dépêchez-vous, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'appels. Donc, on prendra évidemment les premiers 0826 300 300, et on vous retrouve dans un instant. Sud Radio. C'est Cécile de Ménibus. C'est Philippe David. Vous êtes 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Bravo. Et merci. Bravo. Sud Radio, parlons.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous avançons et nous essayons de donner du sens à tous nos sens en compagnie de Michel Odoul qui est avec nous. Je rappelle évidemment que vous êtes le créateur de l'Institut français de Shiatsu. Je vous ai pas présenté, je suis désolée, mais je crois que tout le monde vous connaît maintenant. Et vous êtes également l'auteur de ce best-seller « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et aujourd'hui, si vous avez mal à l'un de vos sens, eh bien, c'est vraiment le moment ou jamais de nous appeler. Et Michel Odoul mettra du sens à ce problème. Bonjour Mila. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Donc vous, oui. c'est les yeux qui vous lâchent un peu. C'est les yeux qui me lâchent. Je vais, avant de vous apporter mon témoignage, je tiens à vous remercier Brigitte ainsi que tous vos intervenants parce que vos émissions sont d'une grande aide, bienveillante et ça m'apporte et je pense que ça apporte beaucoup de choses aux personnes qui vous écoutent et je voulais juste apporter un petit point supplémentaire. Je suis en invalidité et je n'ai pas forcément les moyens d'aller voir des thérapeutes. Et en fait, vous écouter, c'est un moyen d'avancer progressivement et doucement. Donc je voulais vous remercier pour tout cela. Ben, c'est nous qui vous remercions Mila et puis oui, vous écoutez et vous en faites quelque chose. Il faut toujours rappeler, je crois, Michel Odoul, que il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et si Mila entend, c'est qu'elle a envie d'avancer et donc c'est aussi grâce à vous. Merci. Alors j'entends, mais je ne sais pas si je peux voir ou pas. Alors je vous explique. Alors moi, au niveau de la vue, je porte des lunettes depuis une dizaine d'années. Donc je les ai tous. Je suis myope, astigmate, presbyte. Je les ai tous. Alors ce qui est rigolo, c'est que lorsque j'étais petite, je voulais porter des lunettes et j'ai fait une comédie à mes parents pour porter des lunettes alors que je n'avais rien. Et depuis que je dois porter des lunettes, puisque la vision de près, c'est même pas la peine, la vision de loin, c'est compliqué, j'ai mal aux yeux. En fait, j'ai du mal à accepter ce problème de vision. Je n'aime pas ma tête avec des lunettes. J'ai l'impression que ce n'est pas moi, déjà. Et pour preuve, quand je suis prise en photo, je retire ces lunettes. Et malgré ces lunettes, j'ai conscience que j'ai une perte de repère, une perte de distance. Alors la conduite de la nuit, c'est même pas la peine et je ne veux même plus conduire parce que je ne vois rien. Et en fait, en parlant des sens, je pratique la méditation et je me suis aperçue à l'heure actuelle, alors actuellement je suis en pleine introspection et en plein rendez-vous avec moi-même, je me suis aperçue que lorsque je ferme les yeux, je sens au mieux de fermer paisiblement les yeux, je sens que j'ai une contraction. En fait, je suis en train de me dire, mais comment tu peux méditer puisque tu sens la contraction de tes yeux et notamment l'œil gauche. Et je m'aperçois également que, alors là, on est plutôt dans la perception plutôt que dans le sens, mais dès que j'ai un souci, j'ai la mâchoire qui se contracte. Donc en fait, j'ai tout le visage, qui actuellement est un petit peu, un peu crispé, on pourrait dire. Un peu crispé, voilà. Alors, est-ce que je veux voir, est-ce que je veux pas voir? Et si vous me permettez d'ajouter une autre chose, quand vous avez parlé que la vue, c'est l'organe du foie, je sais que le foie, c'est également l'organe de la colère. Et je crois que à chaque heure de réveil nocturne, une heure correspond à l'organe. Et je crois que je suis en plein dedans dans le foie, puisque j'ai toujours des réveils nocturnes vers 3 heures du matin. D'accord. Donc voilà. Ce qui est intéressant dans votre témoignage, et puis évidemment Michel Odoul va prendre la parole, c'est que vous vouliez porter des lunettes quand vous étiez petite, et ça parle sans doute de quelque chose qui remonte à votre enfance et que vous n'avez peut-être pas trouvé, mais qui serait intéressant à comprendre. Pourquoi ce désir de porter des lunettes quand on est enfant, alors qu'a priori les enfants n'ont pas envie de porter des lunettes. Donc il y avait certainement soit une histoire de lunettes dans votre famille, soit un référent adulte qui portait des lunettes et qui vous a sauvé de je ne sais quoi. Mais bon, ce sera à vous de je pense que c'est une piste qu'il faudra pas négliger. Mais pour l'instant, Michel Odoul, quel sens ça a tout ça, tout ce que nous dit Mila? Quel sens ça a tout ça? On va faire un peu dans le trivial et à la serpe, parce qu'il y a une vraie richesse dans votre témoignage et dans votre histoire. Évidemment que, comme le dit Brigitte, il y a déjà un contextuel
et un phénoménal qui vous est propre. Qu'est-ce qui a fait que, à tel âge, vous vous êtes mis à avoir envie d'avoir des lunettes? Il y a certainement quelque chose qui est signifiant pour vous. Les yeux, c'est l'organe qui permet de voir. Qu'est-ce que vous avez vu qui était en lien avec des lunettes? Parce que les lunettes, ça peut être deux choses. Ça peut être une première chose qui est ressembler à un personnage que l'on connaît qui a des lunettes, ou ça peut être la première façon avec laquelle on exprime le besoin de mettre un écran entre le monde et soi. Et cette distanciation-là est peut-être quelque chose qui, au-delà de la lunette, a continué à être travaillé au niveau physique, puisque maintenant vous avez une telle distance entre le monde et vous, que les lunettes vous servent à mieux le voir, mais surtout vous servent à rejeter un petit peu tout ça et à rejeter votre propre image. Or, vous parliez de liens qu'on pouvait faire avec le foie. Effectivement, il y a un lien de cohérence avec l'heure de marée énergétique de pleine charge du méridien du foie, qui est effectivement au niveau solaire 3 heures du matin. À travers le fait aussi que l'énergie du foie, c'est l'énergie de la colère, et qu'il y a sans doute en vous une profonde colère qui est rentrée. Peut-être avez-vous vécu quelque chose qui a généré cette colère, et autour d'un sentiment très particulier, qui est un sentiment double qui existe et qui est associé à cette énergie-là, qui est à la fois le sentiment de la culpabilité et le sentiment du vécu d'injustice. Et que les deux cumulés, bien entendu, eh bien, provoquent une situation tensionnelle et un mécontentement vis-à-vis de soi. Or, l'énergie du foie, en symbolique profonde, en médecine traditionnelle chinoise, elle répond à une question centrale qui est « quelle est ma place ?» Et que l'ensemble de toutes ces données-là, plus le fait de l'émergence de ce désir tel que vous en avez mené une vie infernale à vos parents pour avoir des lunettes, qu'est-ce qui vous a amené un jour à avoir ce besoin? Ça, vous êtes la seule à pouvoir répondre à cette question-là. Maintenant, l'autre réponse, dans ce qui concerne aujourd'hui les difficultés que vous avez par rapport à la vue, vous voyez que pour être certaine de ne pas voir le monde clairement, vous avez sans doute mis en place un système qui a impacté tous les champs. Donc astigmate, myope, etc., etc., etc. Il est temps d'arrêter de vous faire du mal. Il est temps peut-être, vous faites de la méditation. Si vous faites de la méditation, faites de la méditation pour réouvrir les yeux. De la méditation pour réouvrir le regard. Il faut que vous réacceptiez ce qui a été. Il faut que vous réécriviez l'histoire familiale. Il y a peut-être quelque chose pour lequel vous avez besoin de vous faire accompagner. Et que un travail seul, si j'osais dire travailler en aveugle, puis je me permets de cette mauvaise comparaison, n'est peut-être plus satisfaisant aujourd'hui. Dernière chose fondamentale, c'est que cette énergie du foie, l'énergie qui est portée par les yeux, qui permettent quoi les yeux? Les yeux ils permettent de voir ce qui est beau, ils permettent de voir ce qui nous plaît, c'est ce qui construit les affects. C'est-à-dire qui construit les repères fondamentaux que nous avons à nous-mêmes et aux autres. Or, qu'est-ce qui émane de ce que vous dites? Eh bien, c'est que vous ne vous plaisez pas, vous vous trouvez moche, vous avez envie de censurer les photos sur lesquelles vous avez ces articles et ces prothèses devant vos yeux, etc., etc. Il y a un vrai besoin fondamental de faire la paix avec votre image intérieure, de vous accepter dans votre chemin de vie tel que vous êtes, de vous laisser le droit d'être ainsi. Imaginez un seul instant que vous ayez un petit enfant qui soit dans votre problématique, vous le prendriez dans vos bras, vous le cajoleriez en le rassurant, en lui disant que s'il est aimable et que s'il est vraiment bien. Je crois, Mila, qu'il est temps de comprendre ce qui a pu se passer dans votre enfance et qui a provoqué comme ça autant de douleur. Alors on sent bien maintenant qu'il y a une sorte d'oubli, hein, mais je pense qu'il faut pas hésiter par l'hypnose, le MDR ou par des... Je sais, Brigitte, je sais ce qui s'est passé. J'ai été victime de choses marquantes pour moi. Quand je voulais porter des lunettes, j'avais à peu près 5-6 ans. J'étais vraiment petite. Et vers 3-4 ans, j'ai été victime d'inceste, de pédophilie. C'est ça, oui. Ben voilà. Bon. Et à partir du moment où ça s'est identifié, par exemple, et Brigitte évoquait le MDR, si le traumatisme est identifié, là il est un peu ancien, mais ça ne fait rien, ça vaut le coup d'essayer. Il faut vous faire aider, Mila, pour que vous puissiez faire quelque chose de ce qui vous est arrivé et pas rester comme ça dans cet éloignement du monde, vous comprenez? Puis chasser la culpabilité qui est associée à l'inceste, arrêtez de penser que vous êtes moche. C'est gentil. Non, c'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Ouais. C'est pas gentil. C'est thérapeutique. C'est vrai. Et c'est sincère. Ouais. C'est celui qui vous a fait ça qui est moche. C'est pas vous. Hein. Ben oui. C'est pas vous.
Ça vaut le coup, Mila. Je sais que c'est difficile, c'est long, mais sincèrement, ça vaut le coup. Ah, j'en suis persuadée. Après, voilà, c'est un travail qui est mis en place. Alors, j'ai maintenant la chance d'être aidée et très très bien. Je suis très très bien accompagnée avec une personne avec qui je me sens en sécurité, qui est un thérapeute, et j'avance progressivement et tout doucement et sûrement. Bon, continuez à avancer avec cette canne, comme tout aveugle qui a besoin d'une canne, et puis vous allez voir, ça va aller mieux et vous pourrez ouvrir les yeux. Merci. Oui, et merci. Et c'est moi qui vous remercie parce que vous m'avez apporté beaucoup de bien-être, d'émotion, et tout ce que vous avez dit, Brigitte, et vous, Michel, me parle évidemment intensément et profondément, et ça fait du bien de l'entendre. Donc je vous remercie très très sincèrement. Merci pour vos pistes et votre étude. Merci. On va continuer dans un instant. Merci Mila, et on retrouve Fabienne dans un instant également qui va témoigner. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Michel Odoul est avec nous, fondateur de l'Institut français de Shiatsu, et nous évoquons nos 5 sens et ce que ça signifie, quel sens ça a d'avoir un problème à la vue, à l'oreille, au nez, au toucher et au goût. C'est vous qui allez nous dire, en tout cas, qu'est-ce qui vous arrive et pourquoi vous avez envie d'écouter Michel Odoul. Bonjour Fabienne. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Je suis très contente de vous parler aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui ? Les autres jours, ça vous plairait pas ? Les autres jours aussi, mais on tombe pas toujours sur Michel Odoul. C'est vrai. Et en fait, j'ai écouté attentivement l'auditrice précédente parce que moi, comme elle, petite, je voulais absolument porter des lunettes, et j'ai même porté à 15-16 ans des lunettes neutres parce que je voulais des lunettes. Et maintenant que j'ai besoin de lunettes, je ne peux plus les supporter. Ça m'agace. Je fais tout ce que je peux, les lentilles, Fabienne. Les opérations, voilà. Bon, et moi, mon problème, j'y suis maintenant bien habituée, je n'ai plus d'odorat. Depuis des années, j'ai eu un accident de voiture. Et moi, j'ai eu le nerf olfactif sectionné. Voilà. Est-ce que vous savez à dire là-dessus ? Parce que voilà. C'est pas drôle. Pourquoi ça vous fait rire ? Non, ça me fait rire parce que quoi dire là-dessus, à part que j'ai eu un accident en 85 et au départ j'avais le nez cassé, le poignet cassé, les côtes enfoncées, une fracture du crâne, bref, faille au cerveau, tout ça. Et j'ai été opérée du nez, et lorsqu'ils m'ont retiré les mèches du nez, j'avais du liquide qui coulait, et je me suis dit tiens, c'est normal. Sauf que c'était pas normal du tout, c'était le liquide céphalorachidien qui s'en allait. Et à partir de ce moment-là, interdiction de bouger, le temps de trouver un neurochirurgien pour m'ouvrir le crâne et aller reboucher la faille. Donc on me transporte, et la date de l'opération est prévue et tout. Et le matin de l'opération, mon nez n'avait pas coulé. Donc je signale au neurochirurgien qui me dit c'est bizarre, on va vous refaire une ponction lombaire, scanner et tout. Et là on me dit la faille s'est rebouchée, médicalement ça ne s'explique pas. Bon, ok, la faille s'est rebouchée, j'ai dit vous êtes sûr ? Parce que je pouvais rentrer chez moi alors que ça faisait 1 mois et demi que j'étais dans les hôpitaux. Et donc en sortant, je trouvais bizarre, je trouvais que la nourriture n'avait pas beaucoup de goût, Et au bout d'un moment, je retourne à l'hôpital, je me dis mais je ne sens vraiment rien, quoi. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que j'avais le nerf olfactif qui avait été sectionné dans l'accident. Donc voilà, donc je me suis petit à petit, l'odorat j'en ai absolument pas. Je me suis réhabituée petit à petit au goût. Donc je peux dire que je sens le sucré, le salé, amer. C'est un truc qui est vraiment très acide, je le sens, mais sinon je peux pas dire que les yeux fermés, je sens la différence entre un morceau de poulet ou un morceau de viande, quoi. Voilà. Ça altère quand même le goût. Oui. Oui, ça altère le goût, et en même temps, à un moment donné, le cerveau réadapte, et donc vous allez retrouver quand même un peu de goût, mais forcément, c'est pas aussi bien que quand on a l'odorat qui fonctionne, évidemment. Et puis l'odorat, c'est gênant, c'est peut-être dangereux, parce qu'un jour, je vivais avec une personne, j'ai failli mettre le feu à la maison, parce que j'avais à l'époque, c'était des gazinières avec une bouteille de gaz. Là, je fais chauffer de l'eau le matin pour faire monter. Il y a eu un courant d'air qui a éteint la flamme, et je suis partie, j'ai refermé les fenêtres. Sauf que quand mon ami est rentré, il m'a dit mais j'ai cru que j'allais étouffer. Le chat était caché dans un placard. Il y a le gaz qui partait, quoi. Et donc voilà, il
se réhabitue à plein de choses. Maintenant, je veux plus de gaz chez moi. Il paraît que maintenant le gaz n'a pas d'odeur, donc je sais pas si c'est vrai. De toute façon, perdre l'un de ses sens, c'est loin d'être anodin, Fabienne. Mais c'était la raison pour laquelle je vous demandais pourquoi ça vous faisait rire. C'est-à-dire que l'idée, si vous voulez, c'est que vous avez été capable de dépasser l'épreuve en essayant d'en faire quelque chose dans votre vie, et c'est ça sans doute qui vous amène à cette espèce de réaction plus nerveuse de rire de la situation. Perdre un sens, c'est toujours quelque chose d'intense et de grave. Le sens de l'odorat, c'est un sens très particulier parce que c'est le premier des sens que nous avons, le dernier de celui que nous perdons, et c'est le sens qui nous permet, le premier, de nous approprier le monde extérieur, de le percevoir et de l'analyser comme tel. Et c'est donc le sens de ce rapport au monde, dans la capacité à percevoir s'il est dangereux ou pas. C'est ce que, par exemple, les animaux sentent encore. La perception de l'odeur est quelque chose de très très important. Les phéromones qui sont sécrétés, c'est même un sens qui existe chez les plantes d'ailleurs, permet de percevoir quelles sont les intentions de l'autre. Certains animaux savent quand un humain a peur ou pas. Ce sens-là, qui était un sens extrêmement sophistiqué aussi chez l'être humain, il a petit à petit été perdu et remplacé par d'autres. Mais c'est en tout cas le sens de la perception du monde extérieur. Et c'est la perception du monde extérieur dans une idée de protéger l'interne ou d'apporter quelque chose à l'interne. D'ailleurs, quand on dit je peux pas le sentir, ça parle tout seul. Voilà. Ou ça sent pas bon cette histoire. Je ne peux plus le sentir. On sait très bien que c'est souvent l'odeur de l'autre. On peut l'adorer ou la détester. Voilà. La deuxième des champs dans lequel l'odorat est très important, c'est qu'il permet de percevoir le risque qu'il peut y avoir à consommer un produit ou un autre. C'est les mauvaises odeurs, l'odeur du pourrissement, etc. Il y a un certain nombre de réactions olfactives qui immédiatement nous font avoir du retrait par rapport à des aliments. Et en cela, il est l'associé effectivement du goût, et vous avez pu le mesurer, que je le disais tout à l'heure, qu'il y a un lien très fort entre l'odorat et le goût. Ouais. Même si maintenant vous mesurez qu'à partir du moment où l'un des deux est défaillant, l'autre peut se retravailler, je vous donnerai un petit truc après que vous pourrez rajouter pour continuer à travailler votre goût. Si l'odorat est quelque chose qui permet de percevoir les odeurs et de se protéger par rapport à l'extérieur, il est aussi ce qui nous permet de nous mettre en lien avec l'autre dans le sens au contraire de la rencontre. C'est l'importance des odeurs, par exemple, dans la sexualité. Ce sont aussi ces phéromones qui permettent, dans le monde animal, aux femelles de faire savoir qu'elles sont disponibles et aux mâles de percevoir cela. Eh bien, il faut savoir que l'odorat est un sens qui est extrêmement puissamment lié à notre sexualité et à notre intimité. Et à travers sexualité et intimité, il y a deux dimensions, bien sûr. Il y a le rapport à l'autre, il y a la capacité à s'unir à l'autre pour produire de la vie, et il y a la capacité à se générer de la jouissance. L'odorat, c'est ce qui donne au goût son volume et sa globalité et sa notion de plaisir extrême. C'est pour ça que quand on a perdu l'odorat, le goût n'est plus aussi satisfaisant au niveau des plaisirs. Maintenant, on va ramener tout ça à qu'est-ce que c'est qui peut faire que vous l'avez perdu ? Qu'est-ce que c'est que cet accident ? Il se passait à quel moment de votre vie ? Qu'est-ce qui se passait dans votre vie avec l'autre ? Comment vous sentiez-vous dans votre intimité ? Quelle est la place que vous occupiez dans votre vie à ce moment-là ? Voilà, ce que je me rappelle, j'étais jeune, à l'époque j'avais 21 ans, 85, 21 ans, je vivais avec quelqu'un, ça avait l'air d'aller. Non, je n'ai pas l'impression d'avoir des gros... Oui. 21 ans est une date qui est non négligeable. C'est ce qu'on appelle le premier défi uranien. C'est une époque où il y a un premier paramétrage qui, lorsqu'il y a des dysfonctionnements, se traduit par quelque chose de brutal et de violent. L'accident de voiture en fait partie. Ah oui, c'était brutal. Qu'est-ce qui se passait dans votre intime ? Dans mon intime ? Comment ça se passait avec le compagnon ? Il y avait des objectifs de vie différents ? Il y avait des attentes différentes ? À ce moment-là, non, ça allait. C'est après que c'était différent. À ce moment-là, non. Ça se passait bien. Qu'est-ce que... Ouais. Je me suis endormie, en fait. Et c'est vrai que j'avais souvent tendance à m'endormir en volant. Et ce soir-là, je me suis dit, je m'endors pas ce soir. Et bing, c'est ce soir-là où je suis partie dans les décors. Toute seule.
Heureusement, j'avais personne en face. Oui. Et... Ça, le fait accidentel, dans la logique de l'acte manqué réussi à la freudienne, il est sans doute quelque chose. En plus, vous étiez seul, vous vous êtes endormi, vous étiez au volant, vous saviez qu'il y a quelque chose qui allait se passer, puisqu'avant de monter au volant, vous vous êtes dit que vous n'alliez pas vous endormir. Donc ça, c'était avoir la certitude. Sur la route, j'étais sur la route, je roulais et je me disais ce soir, je ne dors pas. Oui, mais ce que veut dire Michel, c'est que vous avez le souvenir de l'avoir dit avec tellement de force et en telle conscience que c'est presque un message de votre inconscient. Oui, pour savoir que comme ça, vous avez la certitude de ne pas vous arrêter et d'aller au bout. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, à l'époque, je n'avais pas du tout conscience de tout ça. Maintenant, je l'ai. Et à l'époque, je fais ça naturellement, mais tiens, ce soir, je suis en forme. Encore une fois, il n'est pas question de vous culpabiliser. Absolument pas. C'est juste de bien faire comprendre que lorsque on est si sûr de soi que ça ne va pas arriver, alors que ça nous arrive souvent, j'ai tendance à dire méfiance, méfiez-vous de vous-même. Oui. Vous voyez, c'est le message mais pour un petit truc tout bête, il y a 3 semaines, je suis allée à un concert, j'étais persuadée que c'était à la Défense Arena, donc je suis allée là-bas, et je voyais personne, parce que j'ai même pas vérifié mon billet. Et je suis arrivée, je dis, il n'y a personne. Je demande à un serveur à côté dans un bar, il me dit, mais c'est pas ici, mesdames, c'est à Bercy. Comme quoi, mon cerveau était sûr que c'était là-bas. Et c'était pas là-bas. Et il y a des choses comme ça, on est vraiment... on vérifie pas. N'essayez pas d'évacuer ça par une pseudo-inconscience ou insouciance. Si vous avez des informations qui sont là et que vous n'y accédez pas au moment où vous en avez besoin, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train de vous dire, écoute, je pense qu'il serait temps que tu t'arrêtes un peu, que tu te poses, que tu te concentres sur les choses et que tu te mettes à percevoir le monde d'une façon un peu plus juste et un peu plus proche. J'ai l'impression, si vous voulez, c'est ce qu'on retrouve souvent derrière les pertes d'odorat, ce sont les personnes qui fuient leur chemin de vie. Ce sont des personnes qui ne prennent pas le temps d'être à l'écoute de ce qui, au fond d'eux, est en train d'essayer de leur dire « Mais non, c'est pas ça dont tu as besoin, c'est pas ça qui est ton attente. » Sur le besoin... Pardon ? Ça vous parle, oui. Ça me parle. Je cherche le chemin depuis longtemps, mais j'arrive pas à le trouver. Parce que vous le cherchez pas au bon endroit ? Mais oui, elle est au bon endroit. Mais il va falloir que vous repreniez goût à la vie et à la vôtre. Et que vous trouviez la réponse de ce qui s'est passé quand avant que vous ayez l'accident. Qu'est-ce qui n'était pas votre chemin et dans lequel vous vous êtes obstiné à avancer jusqu'à vous endormir pour avoir cet accident. En gros, je simplifie évidemment. Et en n'oubliant pas que la perte de l'odorat est la perte du lien à l'intime. Donc ce sont vraiment les attentes profondes qui ont été occultées. Ce sont celles-là qu'il va falloir que... Si je le retrouve pas, ça va être compliqué. Pourquoi vous ne le retrouveriez pas ? Ne partez pas partante. Les souvenirs que j'ai à cet âge-là... Mais on ne vous parle pas de ça. On vous parle de ce qui est aujourd'hui. Vous savez, on va faire une analogie. Ce qui vous est arrivé avec la rupture du nerf olfactif, c'est un peu ce qui se passe quand quelqu'un fait un AVC. Quelqu'un qui fait un AVC, il a un certain nombre de fonctions qui sont atteintes, notamment peut-être du cognitif ou du fonctionnel. Eh bien, toutes les personnes qui ont fait un AVC sont des personnes qui doivent tout réapprendre depuis le début. Vous, il va falloir que vous réappreniez à goûter la vie au niveau qui convient. Alors, vous aviez mal à l'épaule en ce moment, est-ce que ça peut jouer ? J'ai l'épaule droite. Alors, bien sûr, l'épaule droite, oui, on va en parler. Oui, si on pourrait. Vous vouliez donner un petit conseil à Fabienne avant qu'on fasse la pause ? Alors, pour travailler la question et rééduquer la question du goût, la première des choses que vous devez faire, c'est permettre à la véritable saveur de se libérer. Pour ça, chaque fois que vous mangez quelque chose, il faut que vous mastiquiez au moins 25 à 30 fois. Ça va réaméliorer votre goût et donc ce sera moins Et ça va produire gênant. Un deuxième effet, c'est que ça va vous éviter de courir plus vite à autre chose, c'est-à-dire vous êtes en train de vous éviter en surfant sur l'écume. Vous vous permettez pas d'aller au fond. Vous êtes en permanence sur l'activité, sur faire quelque chose, sur dépasser un truc. Et dès qu'il y a la tension, effectivement, il y a un petit peu d'humour ou du rire ou de la fuite qui va arriver, qui va émerger. Il y a quelque chose dont vous avez vraiment besoin d'entendre ce qu'il a à vous dire au fond de vous, Fabienne. Posez les choses et prenez le temps. En mangeant, vous mastiquez 25 à 30 fois. Vous allez voir à quelle vitesse le goût va commencer à revenir et réarriver. Voilà, le conseil de Michel Oudoul. Merci beaucoup Fabienne. Et puis on va faire une petite pause, on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie ? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
C'est Michel Odoul qui est avec nous aujourd'hui. Nous parlons des 5 sens et de leur signification. Vous n'hésitez pas si vous avez un de vos 5 sens ou plusieurs qui vous posent problème. Je rappelle aussi, Michel Odoul, que votre lexique de Dis-moi où tu as mal est ressorti dans une nouvelle édition augmentée. C'est toujours évidemment aux éditions Albin Michel pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore eu. Bonjour Lily. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel Odoul. Bonjour. D'abord, je voulais vous féliciter, Brigitte, parce que vous m'avez accompagnée pendant au moins 24 ans depuis la naissance de mon fils. Il m'avait fait découvrir et réconcilier avec la sexualité. Et Michel Odoul, bravo, parce que je lis toujours vos ouvrages, vos vidéos. Et aujourd'hui, j'ai 2 éléments formidables et extraordinaires. Merci. Écoutez Lily, merci et vous avez eu raison de nous appeler. On vous écoute. Alors voilà, moi j'ai justement je me pose des questions souvent qui sont pas j'ai pas de réponse. J'ai eu des violences physiques, psychiques depuis mon enfance jusqu'à l'âge de 16 ans, où j'ai dû partir vite pour me sauver, pour trouver la liberté. Et plus tard dans ma vie, bon, il y a eu des hauts et des bas parce que j'ai fait un traumatisme crânien, je suis handicapée de 80% et j'ai fait même un déni d'une certaine période que j'ai découvert par la suite d'un viol, etc. Et ça justement, ça m'a perturbé. Question alimentaire, j'ai perdu l'appétit. Si je me donne pas des petits rituels pour manger, je ne mangerai pas. Par contre, l'eau, c'est important, il faut que je boive. Les douleurs, ça c'est pareil. Les douleurs, à certains endroits, je ne ressens rien. Des douleurs physiques que j'ai eues étant petite, adulte, quand j'ai reçu plusieurs fois, sans faire exprès, des accidents sur la tête. Je me suis aperçue que j'avais du sang. C'est là que j'ai paniqué. Je suis allée à l'hôpital, j'ai fait 3 points de suture. Je ressens pas de même quand on me pince ou même des douleurs, quelque chose qui tombe sur les pieds, etc. Je sens pas. Par contre, la question c'est pourquoi il y a des endroits où je ressens la douleur et pas d'autres. Il y a forcément une mémoire. Hein. Vous savez, on sait par exemple en ce qui concerne les zones érogènes, il y a des personnes qui vont avoir des zones totalement silencieuses et d'autres très agréables, simplement parce que enfants, ils ont été cajolés à plus ou moins à certains endroits ou à d'autres. Enfin, on sait que le corps aussi a sa mémoire. Hein. Donc, au niveau de ce que vous racontez, il y a certainement aussi des choses qui s'expliquent de cette manière-là. Il faut savoir que le corps, comme tous les éléments de la nature, il a tendance à rechercher l'équilibre et l'harmonie. Ça s'appelle l'homéostasie, quand c'est sur le plan physique. Et lorsqu'il est confronté à des situations dans lesquelles il a un ressenti de violence, réelle ou non, c'est-à-dire que la pratique excessive du sport ou le travail excessif génère une violence pour le corps aussi, et produisent comme une violence réelle, c'est-à-dire des coups qui peuvent être donnés ou un accident, eh bien il va avoir tendance à sécréter, il va chercher à sécréter des antalgiques, c'est-à-dire des antidouleurs naturelles qu'on appelle des endorphines. Ces endorphines jouent un rôle très basique et très simple qui est d'obturer certains capteurs nerveux, certains synapses pour qu'on ne ressente pas les messages de douleur qui sont envoyés vers le cerveau. Et donc en cela, on se protège. On anesthésie plus ou moins fortement la zone qui est celle qui est censée être en souffrance. Ces endorphines, lorsqu'elles se dégradent très rapidement, elles se traduisent ensuite derrière par la sécrétion de 2 autres hormones particulières qui sont l'ocytocine et la sérotonine et qui, si on veut faire très court, sont grosso modo des hormones de la récompense. C'est ce qui fait que les sportifs à haut niveau ou les gens qui travaillent trop, ils finissent par être drogués du travail parce qu'ils recherchent en permanence, non pas les endorphines, parce qu'elles s'en vont, elles disparaissent, mais ils recherchent en permanence ces hormones de compensation et ces hormones de récompense. Dans ce qui vous concerne, vous êtes, si j'osais dire, au propre comme au figuré, une polytraumatisée de la vie. Vous avez été confronté à de la violence, vous avez vécu de la violence, vous l'avez vous-même procuré par certains comportements accidentogènes, etc., etc.
Donc votre corps sait parfaitement ce que c'est la douleur, il sait où aller la gérer, où aller la traiter. Et là interviennent à ce moment-là 2 mécanismes fondamentaux. Il peut y avoir un maintien entre guillemets de l'anesthésie locale pour des raisons fonctionnelles ou pour des raisons structurelles. Pour des raisons structurelles, si vous vous cognez ou vous frappez un endroit et que ça génère la rupture d'un nerf, et notamment d'un nerf sensitif, eh bien après, une fois que c'est cicatrisé, vous ne sentirez plus la zone. Même si vous pincez la peau, vous n'aurez pas la douleur. Au niveau du crâne, vous parliez d'un traumatisme crânien. Si vous avez eu certaines terminaisons nerveuses sensitives qui ont été sectionnées, qui ont été lésées, eh bien quand vous vous recognez dans la même zone crânienne, vous n'allez pas ressentir la douleur. Et puis ensuite, il y a le deuxième champ qui est le fonctionnel, lui, et qui appartient à celui qu'évoquait Brigitte, à savoir que nous avons une incroyable capacité nous-mêmes à décider que telle ou telle information ne remonterait pas à notre cerveau. Et nous avons la capacité à obturer. Il y a des gens qui, après un traumatisme, perdent la vue et qui, des années après, la retrouvent. Il y a des gens qui, après un traumatisme, perdent l'odorat, etc. Sur le plan de la conscience et de la mémoire, par exemple, ça s'appelle l'amnésie, qu'elle soit partielle ou éventuellement même qu'elle soit totale. Et donc, les zones dans lesquelles, dans votre corps, vous ne ressentez plus les choses peuvent dépendre de ces 2 cas de figure-là. En tout cas, ce sont la signature du fait qu'effectivement, ayant souvent rencontré la violence, la douleur et la souffrance, vous avez mis petit à petit en place des mécanismes physiques ou psychiques qui sont destinés à vous protéger et à faire que le ressenti soit un peu moins douloureux, un peu moins difficile. D'accord. Et il y a des endroits, justement, là c'est plus clair, il y a des endroits, comme vous dites, où c'est apparemment inerte, je ressens plus rien. Et des endroits où, justement, j'aurais voulu ne plus rien sentir puisque ça m'a fait un traumatisme, puisque j'ai eu un viol au cours de mes rapports sexuels, j'avais des douleurs énormes. Parce qu'il y a une problématique fondamentale qui existe dans le corps et dans l'âme de l'individu qui s'appelle la cicatrisation. La cicatrisation, c'est ce qui permet de refermer une plaie. On a souvent tendance à se tromper sur ce que ça veut dire. Fermer une plaie, ça veut dire que celle-ci n'est plus infectieuse ou douloureuse. On la voit, ça reste une mémoire. Eh bien, en résonance avec le plan psychique, ça s'appelle l'acceptation ou le pardon. Quelle que soit la situation ou le vécu qu'on a, le pardon, c'est l'aseptisation des plaies. C'est la cicatrice qui se referme. Et il ne faut pas rentrer dans la confusion de croire que pardonner, c'est oublier. Pardonner, ça n'est pas oublier, c'est juste mettre la mémoire à sa juste place. Notre corps nous montre qu'est-ce que ça peut produire. Quand vous vous cassez un os quelque part, ça fabrique un cal osseux, et cette cicatrisation-là fait que l'os est plus solide à cet endroit-là qu'à tous les autres. Et qu'à l'intérieur de vous, donc il y a sans doute, et quand on dit ça à nouveau, comme on le disait dans le témoignage précédent, c'est pas du jugement ou etc., mais que sans doute il y a un pan de vous-même qui n'a pas encore pu faire ce travail d'acceptation, de résilience, pour employer des termes un peu à la mode, ou de pardon. Absolument, en d'autres termes, c'est pas encore cicatrisé. Voilà. Donc, d'où la sensibilité. Voilà, et la douleur. Plaie est ouverte. Et la douleur, quand une plaie n'est pas cicatrisée et qu'on appuie dessus, ça fait mal. Vous comprenez? D'accord. Oui, j'ai compris. Parce qu'en fait, moi, aujourd'hui, j'ai 54 ans. À 48 ans, j'ai mis, comme docteur Odile dit, j'ai pas pardonné, mais j'ai mis une distance avec ces personnes qui faisaient partie de la famille. Donc, je me suis sentie beaucoup moins. Mais alors, vous avez eu raison. Mais encore une fois, pardonner, ce n'est pas leur pardonner. Non, pas du tout. Et c'est comme ça qu'en fait, ça a développé mon manque d'appétit. Et par la suite, justement, je me suis dit, je me suis libérée de beaucoup de choses et je me suis beaucoup sentie beaucoup mieux puisque j'ai eu un enfant formidable et il est devenu ingénieur, il est en école malgré mon chaos passé et mon incertitude d'être mère, puisque j'ai fait une mauvaise mère. Par la suite, beaucoup de choses seront revenues à la norme, entre guillemets, mais ce manque d'appétit, cette douleur, mais il y a quelque chose qui oui, on entend bien qu'il y a encore que je ressens, mais plus alors douloureux. on va vous retrouver après les infos, Lily, et on va vous aider à reprendre goût à la vie, si je puis dire. Donc restez avec nous, on vous retrouve tout de suite après les infos. Une petite différence entre un amant et un mari, c'est ma devinette du jour, et je vous laisse le temps des infos pour trouver la réponse. Quelle est la différence entre un amant
amant et un mari, Michel Odoul. Regardez pas comme ça. Je vais réfléchir. Vous allez y réfléchir, je suis sûre que vous allez trouver. On fait une petite pause, on retrouvera Lily tout de suite après. Et puis vous pouvez vous aussi nous rejoindre sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. C'est Philippe Spanghero. Vous êtes désormais 900 000 à nous suivre sur la page YouTube de Sud Radio. Alors un grand merci à tous. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Michel Odoul aujourd'hui que nous parlons de nos 5 sens. Qu'est-ce que ça signifie et on le voit bien parfois comprendre pourquoi tel sens est touché. Eh bien, ça indique quand même peut-être un peu mieux le sens qu'il faut donner à sa vie. Michel Odoul, on va jouer avec ce mot sens, mais on sait que on peut le prendre dans tous les sens. Si il a de nombreuses significations. Oui, ça peut être le sens, c'est-à-dire la signification de quelque chose. Comme ça peut être le sens, la direction vers laquelle on doit aller, oui. Comme ça peut être le sens, la capacité de perception du monde, oui. Et c'est peut-être un sens interdit. Et le sens intellectuel qu'on va donner aux choses. Et le sens interdit. Et le sens interdit, oui. Si on aime la transgression comme moi, il faut pas l'oublier celui-là. Michel Odoul, quelle est la différence entre un amant et un mari ? Je ne sais absolument pas. C'est le jour et la nuit. Ah d'accord, oui, ça y est, oui. Vous voyez bien de quoi je veux parler, n'est-ce pas ? Absolument. La nuit, c'est le mari et le jour, c'est l'amant. Voilà. Bonjour Lily, rebonjour, pardon. Oui. Excusez-moi. Donc, on en était resté à votre peu d'appétit, votre perte d'appétit même, on pourrait dire. Et là, évidemment, on pense à l'appétit de vivre. C'est l'appétence. La notion de l'appétit, c'est l'appétence. Les hormones de la satiété qui sont sécrétées lorsque certaines zones particulières de l'estomac sont stimulées, entre autres, mais aussi lorsqu'il y a eu une satisfaction des sens par la perception des goûts qui ont été ingérés. C'est ce qui correspond aux besoins du corps. Ça s'appelle l'appétit. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas une seule fonction corporelle qui n'est pas associable à une fonction psychique. Et l'appétit est associable à l'appétence. Et il y a dans l'appétence à la vie un signe très précis, un signe très fort qui est là, qui est présent. C'est que tout ce qui est le champ nutritionnel est associable au vécu, à la mémoire et à l'image de la mère. C'est ce qu'on retrouve dans les problématiques de boulimie et d'anorexie qui peuvent être extrêmement graves. Et il y a donc quelque chose en vous qui est très en prise avec cette notion, cette symbolique, même ce rôle particulier de la mère. D'ailleurs, vous l'avez évoqué. Vous l'avez évoqué à travers une pseudo-ambivalence en disant mais en même temps je me posais la question d'être une mauvaise mère, etc., etc. Mais en même temps vous nous dites que mon fils a réussi, il est ceci, il est cela. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que quels sont les critères de la bonne, la mauvaise mère, en dehors du fait de maltraiter l'enfant, bien sûr. Mais quel est le sentiment de culpabilité ? Jusqu'où celui-ci est-il lié au fait que soi-même n'ayant pas été respecté, on se considère comme non respectable ? Moi, la seule chose que je constate aujourd'hui, d'après ce que vous en dites, c'est qu'en tant que mauvaise mère, vous avez réussi un beau fils. Et que peut-être que celui-ci s'est construit justement à travers vous et grâce à vous. C'est-à-dire que ce qu'il a senti en vous, dans le combat que vous meniez, dans les questions que vous aviez, dans votre capacité à faire ce que vous aviez à faire, quitte à dépasser peut-être certains niveaux de culpabilité, vous avez peut-être été la meilleure des mères pour lui parce que vous lui avez appris à dépasser les obstacles. Et moi, je voudrais toujours rappeler que lorsqu'on a été capable d'être une bonne mère pour un de ses enfants, on est aussi capable d'être une bonne mère pour soi-même. Oui, et c'est un peu grâce à vous, Brigitte, parce que au moment, mon fils il est né en 2000 et j'avais ouvert une boulangerie et vous m'accompagnez entre 14h et 16h et je me suis réconciliée justement avec la sexualité où je comprenais pas d'où ça venait parce que c'est plus tard que j'ai compris pourquoi j'avais des symptômes de frustration, etc. Et c'était avec vos invités vraiment excellents que en fait je trouvais mon chemin. C'est pour ça que je vous dis vous êtes presque vous avez été ma lumière dans la direction de l'éducation de mon fils parce que j'ai mais Lily, pas pardonné. Lily, je veux rien enlever à Brigitte et à ses mérites parce qu'ils sont indéniables et là-dessus je ne discuterai pas une seule seconde. Je voudrais juste vous montrer à quel point vous étiez fine et que vous aviez déjà compris avant. Parce que pour quelqu'un qui termine sur des problématiques d'appétit, ouvrir une boulangerie, je trouve ça assez savoureux.
Je crois que ça aussi, c'était un symptôme dans le fait, vous savez, quand vous travaillez tout le temps dans quelque chose, la même chose, et que vous êtes saturé. J'avais travaillé dans la restauration, dans la boulangerie, etc. Mais moi, c'était le contact humain qui me nourrissait. Oui. Et c'était le contact humain d'ailleurs. Oui, mais il y a. Vous auriez pu vendre des tickets de métro, hein. C'est symbolique quand même d'avoir choisi la restauration, la boulangerie. Il n'y a pas de métro. Oui, non, mais Lily, soyez plus indulgente et plus juste avec vous-même. Oui, sachez apprécier ce que vous avez su faire, de ce que vous avez entendu, même si c'est moi qui vous l'ai dit. Moi, je suis ravie de savoir que j'ai peut-être été une bonne fée pour vous, mais vous avez su la voir, cette lumière, l'entendre, entendre ces mots qui vous ont fait du bien. C'est important que vous vous reconnaissiez enfin dans ce que vous avez fait pour vous-même. Parce que si vous le reconnaissez... Oui, je reconnais, parce que j'ai même mon fils qui me le fait rappeler, parce il prend des exemples de ses amis, il me dit, mes amis n'ont pas fait ça alors qu'ils ont leurs 2 parents, alors qu'ils ont les moyens, et avec ma mère, moi je l'ai fait. Voilà, parce que sinon vous garderez toujours en vous cette petite part de vous qui considère que vous n'y avez pas droit. Voyez, et c'est ça il faut bien comprendre. Non, aujourd'hui, je suis bien dans mes chaussures, je suis bien. Sauf qu'il y a ces petites questions, justement, j'en ai profité d'avoir cette émission pour éclairer un peu plus le pourquoi et le comment, parce que c'était des questions peut-être complémentaires, mais insignifiantes pour moi, parce qu'aujourd'hui, je vois un peu la vie plus belle, parce que j'ai réussi quelque chose, je me suis débarrassée, j'ai découvert des traumatismes auxquels c'était refoulé, et j'entends bien, mais vous êtes quand même en train de nous dire que vous n'avez pas d'appétit. Voilà. Et donc il y a bien quelque chose qui de la vie de l'extérieur, je veux dire, je vais vous dire exactement pourquoi j'ai pas d'appétit. C'est parce que tout simplement il y a 2 médecins, un cardiologue qui m'a dit à un certain moment j'ai pris du poids, il faut faire attention parce que je vais avoir des problèmes de cardiaque, etc. J'en ai pas tenu compte. Une autre personne, nutritionniste, m'a dit voilà où est-ce que vous prenez du poids, au niveau des seins et au niveau des fesses, qui m'a fait appel à attirer des pervers. Et c'est là où je me suis dit pour me protéger de ce qui s'est passé dans le passé et ne plus attirer ces genres de personnes, je vais maigrir. J'ai perdu 20 kilos. Eh ben apprenez à dire non, ce sera plus simple et comme ça vous pourrez à nouveau manger ce qui vous fait plaisir. On vous a pas appris à dire non et qu'on vous a enfermé dans la cave et qu'on vous a... Je sais bien, Lily. Je sais bien, mais on est là pour vous éclairer. Voilà, ce sont des pistes qui vous sont tendues. Vous savez, l'appétit, c'est la capacité à nourrir l'intérieur. Vous avez beaucoup su nourrir l'extérieur. Et votre fils vous en renvoie l'image, mais maintenant il faut que vous vous redonniez le droit de nourrir l'intérieur, hein, et puis qu'il y ait eu des circonstances qui vous aient conduite à avoir mis en place un certain nombre de réflexes de protection, bien sûr, bien évidemment, et il n'est pas question d'en discuter là-dessus. Après, il faut faire attention à ne pas prendre à un moment donné les affirmations ou les dictates des autres comme étant des vérités absolues. Vous avez réussi à gérer la question corporelle sur la question du poids. Maintenant, il faut que vous ayez géré la nutrition, non plus du rapport à l'externe, donc de prendre de l'épaisseur pour vous protéger du monde, mais de la nutrition à l'interne. Il y a un enfant à l'intérieur de vous, au plus profond, qui a besoin d'être nourri. Et il attend depuis un petit moment, celui-là. Et puis, Lily, vous avez fait un chemin remarquable, mais vous savez, on a un chemin à faire toute sa vie. Et maintenant, regardez devant vous et donnez-vous le droit au plaisir gustatif. Tout simplement. Je vous dis pas de manger beaucoup, je vous dis juste de prendre plaisir à manger des toutes petites choses. Et ne pas le vivre comme une contrainte, comme vous le faites quand vous vous obligez. Et c'est des cadeaux que vous allez vous offrir. Oui, c'est sûr, j'essaye de me nourrir, ne serait-ce que de rester là, parce que jusqu'à maintenant, j'ai eu plusieurs fois des suicides de toute mon enfance à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une raison de vivre parce que j'ai mon fils, parce que je vois son bonheur, etc. Ça me remplit, moi, justement, à travers ça, parce qu'en fait, comment dire, c'est difficile, c'est très complexe. Quand, dès le départ, j'étais entre guillemets le vilain canard de 7 enfants. Oui. Mais voyez, je crois que ce qui est vraiment important, et je ne cesse de le répéter dans cette émission, on a des passés qui sont parfois difficiles, mais il faut les dépasser. Et c'est là où vous êtes à nouveau en train de nous parler de votre passé. Nous, on vous parle de l'avenir. Et du futur. Et quand on parle de se nourrir, on ne parle pas de quantité.
Exactement. On parle de plaisir et de qualité. Vous pouvez manger très peu en quantité, mais avec plaisir. Exactement. Et ça va vous permettre de un tout petit peu plus vous épanouir. C'est juste, encore une fois, c'est un conseil qu'on donne et c'est pas du tout autre chose. Absolument. Merci Lily, merci beaucoup. On fait une petite pause et on retrouve Florence dans un instant. Sud Radio. C'est Jacques Pessis. Vous êtes désormais 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous faites mentir le proverbe, quand on aime, on ne compte pas. On vous aime et on sait qu'on peut compter sur vous. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons revenir sur les yeux, Michel Odoul, avec Florence qui est avec nous. Bonjour Florence. Bonjour Michel, bonjour Brigitte. Bonjour. Oui, moi Michel, je vous avais contacté en 2021 par rapport à mon problème de vue. Donc subitement, j'ai perdu la vue en 2012. Et je voulais avoir un petit peu votre avis parce que moi je pense que c'est avec tout mon chemin que j'ai vécu, j'ai tous mes organes atteints. La peau, j'ai fait un empoisonnement du sang, j'ai eu un problème d'asthme, de cœur, d'os, d'intestin, puis maintenant mes yeux. Avec votre bouquin ambulancière en 94, quand vous l'avez édité, oui. Ça m'a beaucoup aidé à résoudre beaucoup de choses. Mais là, au niveau de mes yeux, je vous avoue que j'ai besoin de vos lumières et puis de votre participation, Brigitte, parce que ce que vous dites, moi, ça me touche toujours énormément. Donc vous avez c'était quoi? C'était un accident? Comment ça s'est produit? Comment cette perte de la vision? Donc j'étais partie pour changer de métier. Je travaillais dans une banque et comme j'étais travailleur handicapé, enfin je vais pas revenir sur tout ce passé qui était difficile pour moi. Je suis arrivée à Chartres, je voyais clair et le 3 ou le 4 le lendemain, plus rien. Donc on m'a décelé un équerre, une atrophie des nerfs optiques. Donc j'ai fait... Ah, on a un petit souci d'antenne, visiblement. On va essayer de retrouver Florence. Donc là, encore une fois, c'est très brutal et assez inexplicable. C'est à la fois brutal et à la fois ce qu'on voit dans le début du témoignage, c'est que là aussi, c'est associable à un passé, à un vécu qui a été lourd, qui a été traumatisant et qui a été intense. Après, il faut pouvoir avoir plus d'informations pour pouvoir expliquer plus loin. Ce que l'on constate souvent, c'est que des personnes qui ont des vécus aussi brutaux et intenses n'ont pas obligatoirement les mêmes conséquences, parce que c'est là que la différence se fait sur le terrain psychique, sur la sensibilité de la personne. Et quand on voit un écart aussi brutal qui fait qu'en 24 heures, on perd l'accès à un sens, suite à un vécu particulier, c'est vrai que là il y a quelque chose d'extrêmement fort qui a besoin d'être peut-être compris un peu plus loin. Alors si j'osais dire, cette brutalité de la perte de ce sens, elle peut être porteuse de l'idée que il peut être récupéré de cette façon-là. On n'est pas dans une dégénérescence brutale, on est dans un rétrécissement apparemment ou une compression du nerf oculaire. Donc là, il va falloir essayer d'objectiver quel a été le vécu. Ce changement de professionnel, il a été consécutif à quoi? Ça ne se décide pas du jour au lendemain, un changement professionnel. Il y a tout un contexte de vie qui change, sans doute. Il y a eu associé au changement professionnel, manifestement, un changement de lieu de vie. En fait, malheureusement, on n'arrive pas à retrouver Florence, mais oui. Ce qu'il faut quand même bien signaler à tous ceux qui nous écoutent, c'est lorsqu'il se passe quelque chose de soudain, comme un accident ou d'inexplicable au sens, j'allais dire, du réel. Il faut aller sur la voie du symbolique et essayer de trouver une explication qui a du sens pour soi-même, évidemment. C'est pas notre voisin qui peut donner du sens à ce qui nous arrive à nous. Bien sûr, et des fois il y a des impacts émotionnels qui sont extrêmement forts. C'est le grand classique du malaise cardiaque ou du Takotsubo, la perte d'un être cher ou etc. Ça peut générer des lésions qui sont irréversibles. C'est-à-dire que un vécu émotionnel d'une certaine intensité, il va se traduire dans une zone corporelle particulière et là il peut y faire des dégâts. On a retrouvé Florence. Donc Florence, on évoquait donc cet événement soudain qui évidemment parle de vous et de quelque chose qui émotionnellement est si fort que ça provoque cette perte de la vision. Vous disiez donc que vous aviez décidé de changer de travail, hein, c'est ça? Oui. Oui, allez-y, je vous en prie.
Oui, moi je pense que c'est tout mon passé que j'ai pas su me détacher. Hein, je pense qu'il y a eu trop de mots qui m'ont été dits, qui m'ont désigné, et que quand je suis arrivée à Chartres vers ce prof qui m'a traité de la même façon, je me demande si quelque part j'ai pas inconsciemment décidé de plus le voir. D'accord, vous avez eu le sentiment tout d'un coup d'être face à quelqu'un qui vous rappelait trop toute la souffrance passée. Oui, le mot qu'il m'a dit, oui. ça a remis tout le vocabulaire qui m'a accompagné depuis que j'étais enfant. Vous vous souvenez, j'aurais jamais dû vivre. Vous vous souvenez de ce mot qu'il vous a dit? Ah oui, il m'a traité de travail. Enfin, qui voulait pas de travailleur handicapé. Et moi, j'ai quitté la banque parce que justement, j'étais reconnue travailleur handicapé et qu'on ne voulait pas me faire grandir dans les échelons parce que j'avais le statut de travailleur handicapé. Donc vous vous sentez encore rejetée, encore remise dans votre... Dégradée. D'accord. Et du coup... Et donc il y a un sens qui s'est dégradé. Je l'expliquais dans le premier témoignage, hein, la vue et la vision est associée au niveau psychique, aux sentiments et aux affects. Donc il y a eu un sentiment de désagrégation de l'image, de dégradation de cette image par... Et pas par n'importe qui. C'est rentré en résonance avec les souffrances du passé, puisque ça a été une dégradation de l'image par, entre guillemets, une représentation ou un représentant de l'autorité. Donc ça a été quelque chose de fondamental et de majeur, et qui vous a effectivement ramené sur ces mémoires traumatiques. Mais il faut savoir quand même quelque chose, Florence, c'est que l'image que vous avez de vous-même, c'est jamais les autres qui vont vous la donner, c'est vous qui allez devoir vous la construire. Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance qu'est la vôtre, de la manière avec laquelle vous avez su dépasser les épreuves et toutes les étapes et les écueils? Et le jour où vous rencontrez un imbécile qui vous fait replonger dedans, vous vous laissez reprendre à ce jeu-là. Il faut que vous fassiez monter en vous quelque chose qui s'associe à ce qui est en lien avec la vue, qui est portée par l'énergie du foie, qui s'appelle la colère. C'est-à-dire que ce responsable et ce référent-là, vous allez prendre une feuille de papier, vous dessinez une espèce de tête ou un smiley, vous mettez son prénom dessous, son nom si vous le connaissez. Vous allez dans un sous-bois ou chez vous, vous mettez ça sur un coussin et vous cognez dessus en crachant votre colère. Ça va être un premier outil d'évacuation. Le deuxième, c'est il faut aller vous faire aider. Là aussi, quand vous êtes confronté à un traumatisme qui est connu, qui est identifié, dont les circonstances sont claires, eh bien, il y a une technique qui peut vraiment vous aider, qui s'appelle le MDR. Et vous savez comment fonctionne le MDR? J'en ai fait. J'ai déjà fait 2 séances de MDR et je continue le Shiatsu. J'étais allée à Lyon voir un de vos élèves. Là, je retourne la semaine prochaine encore à côté de chez moi, voir quelqu'un d'autre qui a votre pratique, qui me fait du bien. Mais moi, j'arrive à me dire que c'est tout ce passé, puisque même ma maman a pensé que je vivrais pas, a eu ces mots, que j'étais galeuse, puisque j'ai eu un empoisonnement. Florence, quand on conduit sa voiture, on regarde pas tout le temps dans le rétro. Vous avez besoin de retourner votre attention et votre conscience devant, c'est de votre vie dont il s'agit. Vous savez, il y a quelque chose qui dit que si je ne suis pas responsable de ce que les autres ont fait de moi, au moins suis-je responsable de ce que je fais, de ce que les autres ont fait de moi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous avez besoin de vous. Vous avez besoin de refocaliser votre regard, de ne plus le tourner vers le passé, parce que comme le passé fait mal, votre regard se voile. Il faut que vous tourniez votre regard devant, il faut que vous regardiez l'horizon. Et c'est en ça que vous avez raison de vous faire aider. Et oui, bien sûr. Mais de croire en cette capacité qu'on a de faire du passé quelque chose de positif. Je crois que c'est vraiment important. On l'entend, je sais bien que c'est difficile, c'est long, c'est parfois désespérant, mais on entend tous les jours des gens qui ont réussi à... Ça s'appelle la résilience, hein, tout simplement. Ça a été bien démontré ces dernières années. Voilà, moi je le mets d'ailleurs dans la dernière partie de mon livre par rapport à la question du handicap. Le handicap, c'est ce qu'on donne aux gens qui sont forts. Dans les compétitions, c'est ça qui est donné. Et que la problématique du handicap, c'est pas vous qui l'avez, c'est ceux qui vous regardent et qui sont autour. C'est eux qui ont un problème avec ça. Vous avez à le transformer. Le regard, c'est le regard de leur propre peur, du constat peut-être que eux, tellement habitués à leur petit confort de tout qui fonctionne bien, ils se sentiraient incapables, ils comprennent pas comment vous arrivez à dépasser les épreuves et à le vivre. Est-ce que vous vous rendez compte comment ça c'est une force?
Vous savez, souvent, quand vous êtes critiqué, ça veut dire simplement que vous êtes jalousé parce qu'on aimerait avoir la même force que vous. Vous laissez pas prendre à ce discours de critique. Merci Florence et regardez devant vous. On fait une petite pause pour le Love Conseil et puis on vous retrouve bien sûr tout de suite après au 0826 300 301 tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. C'est pour ça que je me... Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Michel Odoul, vous connaissez ces romans, ces histoires qui envisagent la vie sur un lancer de dés, vous savez, comme si on pouvait comme ça décider de sa vie aux fonctions de ce que le dé nous dit. Alors je vais prendre ce Love Conseil évidemment plutôt sur le côté de la sexualité, hein, mais en effet lancer le dé, c'est une manière de se dédouaner, hein, c'est pas de notre faute, c'est la faute de son destin au hasard. Voilà, exactement. Et donc on peut jouer justement avec les dés pour avoir dans sa sexualité, dans le couple, un petit peu plus de fantaisie sans être obligé de réfléchir. Et donc je vous conseille éventuellement sur un dé de marquer différents. Par exemple, vous pourriez marquer le lieu de vos ébats, vous pourriez marquer l'heure, vous pourriez marquer l'endroit du corps à privilégier ou un fantasme à réaliser. Enfin, vous pouvez même fabriquer plusieurs dés, hein, et ça peut être un moyen un peu ludique dans votre couple de varier votre sexualité et pourquoi pas, je ne sais pas moi, par exemple le matin vous faites un lancer de dés, ça définira votre programme du soir ou pourquoi pas votre programme du week-end. En tout cas c'est un petit conseil ludique qui peut permettre à certains couples qui ont un peu l'impression de ne pas oser s'inventer d'autres choses, de le faire de manière tout à fait a priori anodine, mais qui permettra voilà, c'était le petit conseil du jour. Oui, parce que la notion de jeu, elle est importante, parce qu'elle est associée à la notion de plaisir. Absolument. Donc c'est déjà quelque chose qui est extrêmement intéressant. Le deuxième petit truc supplémentaire qui peut être ajouté à ça, c'est qu'en fait, en fonction de chaque face du dé, chacun fasse une liste de correspondance avec une zone, un lieu, etc., mais qu'ils ne le disent pas à l'autre. De façon à ce qu'il n'y ait pas une espèce de recherche déterminée du résultat, et chacun fait sa liste. Et quand chacun tire le dé, il prend le choix qui a été marqué par l'autre sur son papier. Ça peut donner quelque chose de parfois assez amusant. Et ça fait un certain nombre de combinaisons, 6 multiplié par 6. Le summum étant quand elles se retrouvent toutes les deux ensemble. Ah, absolument. Donc le jouet du jour, c'est Frédéric qui l'a reçu. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors je vous le montre, Michel Odoul, je le montre aussi si pour ceux qui nous regardent sur YouTube. C'est un objet pour homme, hein, mais enfin bon, ça pourrait s'utiliser pour les femmes aussi, mais enfin il y aurait un petit appendice qui ne servirait pas à grand chose. C'est un masseur prostatique avec anneau Cockring et une télécommande qui s'appelle, c'est la marque Crucius, et on le trouve sur ruedesplaisirs.com. Je vous laisse le décrire, Frédéric. C'est assez étonnant parce qu'en fait, je pense que c'est le combo de tous les jouets qu'on peut trouver pour les hommes. Enfin, moi, j'avais juste eu l'occasion d'en essayer une fois, et celui-là, il est assez complet parce qu'en fait, il est à la fois il y a cet anneau vibrant pour le pénis et il y a aussi donc cet élément qui est à la fois vibrant et en même temps qui est télescopique, ouais. Et c'est assez surprenant au début. Et en fait, ça permet de nous aider à le faire quand on n'a pas trop l'habitude de ce type de jouet, moi j'ai trouvé. Oui. Enfin bon, encore une fois, c'est pour la prostate. Alors après, il faut avoir envie, il faut être curieux. Il y a des hommes qui c'est pas pour tout le monde, mais c'est vrai que moi c'est la première fois que je vois un objet qui est à la fois pour prostatique et avec l'anneau et l'anneau vibrant. Donc oui, c'est nouveau, mais enfin de ce côté-là, en ce qui concerne les jouets intimes, on n'arrête pas d'inventer. Oui, j'ai trouvé que c'était très novateur et assez complet. Donc c'est assez. Et je me suis dit tiens,
quand j'aurai une partenaire, je pense que je lui proposerai également de l'utiliser parce que je trouve que ça peut très bien être utilisé quand on est deux, je pense. Oui, enfin, puis de toute façon, on peut aussi le détourner comme on veut. Hein. Alors, évidemment, il est d'une matière agréable, il a 10 vibrations. Puis il y a aussi la télécommande, hein, qui est un petit plus pour justement quand on est deux et qu'on a envie de s'amuser. Voilà. Tout à fait. Bon, eh bien, quelle note vous lui donnez, Fred? Oh là là, moi je dirais, allez, un bon 8 quand même. 8 sur 10, bien. Ouais. 8,5 même, allez, soyons fous. Allez, soyons fous, 8,5, ouais. 8,5, d'accord. Ce stimulateur donc prostatique anneau Cockring télécommandé de la marque Crucius, vous le retrouvez sur l'enseigne rue-des-plaisirs.com. Merci beaucoup Frédéric, en tout cas, merci à vous. On retrouve Annie maintenant qui est avec nous. Bonjour Annie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Je suis très émue. J'ai pas du tout l'habitude et voilà. Mais je voulais juste, tout d'abord, avant d'oublier, remercier vraiment Brigitte pour tout ce que vous faites, tout ce que vous apportez et vous parlez beaucoup des autres et je tenais à vous remercier pour vos livres aussi et qui m'ont beaucoup apporté comme Le Nouvel Art d'aimer. Voilà, je tenais à le signaler et Michel, je vous remercie pour tout ce que vous nous apportez parce que je pense que quand on arrive dans la maladie, on est très infantilisé et vous nous donnez justement les moyens de retrouver l'autonomie et merci beaucoup. C'est très juste ce que vous dites. C'est important parce que je crois qu'on ne le dit pas assez, Michel Audoux. La guérison vient d'abord du patient, hein, même s'il faut qu'il soit aidé évidemment par le milieu médical, des médecins, des médicaments, etc. Mais le patient qui n'a pas envie de guérir va traîner sa maladie longtemps. Oui. On n'est pas dans la pensée magique, on est dans effectivement l'utilisation et la connaissance de certains mécanismes en interne. Et c'est vrai que le processus de guérison, il a besoin d'une condition sine qua non, c'est que l'on quitte l'état de victime pour repasser à l'état d'acteur de ce qui se joue et de ce qui se passe. Tout le monde le sait, tous les soignants, médecins y compris, savent combien la récupération, la consolidation et la guérison dépendent aussi de la combativité et de l'état psychique dans lequel est le patient. Et donc oui, c'est tout à fait juste ce que vous dites et ça fait partie de la réflexion qui a duré un peu plus de 2 ans avant l'écriture de ce livre, c'est-à-dire la manière de dire les choses non victimisantes justement, redonnant la responsabilité mais pas la culpabilité à ce qui s'est produit et passé. Et ça donne une force nouvelle, ça relance le système immunitaire, ça réouvre la conscience de soi et donc ça peut rendre participant aux soins bien sûr. Oui, vraiment, parce que donc moi j'ai déclenché une sclérose en plaques et qui en plus amène sur tous les problèmes d'auto-immune, donc qui était aussi très culpabilisante. Et ça va, j'ai pu grâce à vos travail et à d'autres, sortir de là. Et mais par rapport à aujourd'hui, donc par rapport aux 5 sens, en fait cette maladie, ce qu'elle m'amène, c'est en fait à fausser justement tous les sens. C'est-à-dire que comme ça amène des troubles neurologiques, je ne peux plus avoir confiance dans mon corps. Et je perds le sens de l'équilibre, le sens de me tenir debout, ça devient impossible. J'ai des démangeaisons, de fausses démangeaisons, parce que je regarde mon bras, j'ai rien, et je dis à mon corps, mais non, je n'ai rien. Et je sens des démangeaisons terribles. Mais ce sont des démangeaisons existantes, hein, ça s'appelle un prurite, c'est quelque chose qui est assez troublant d'ailleurs, hein, ce ressenti de démangeaison sans qu'il y ait aucune altération de la peau, ni quoi que ce soit qui se manifeste, ni aucune raison apparente, pas d'allergène, pas etc. Oui. Mais la sclérose en plaques que vous évoquez, c'est une pathologie donc qui est effectivement, comme vous l'avez dit, auto-immune. Donc là déjà, la première des choses, c'est qu'effectivement les paramètres de repère à soi ont été perturbés. Et ils ont été perturbés par des vécus qui ont amené comme réaction inconsciente un besoin de se protéger du monde extérieur et en même temps d'exprimer ce qui se passe.
Et ce qu'on exprime, c'est basiquement et fondamentalement le fait de se sentir pieds et poings liés, désarmé par rapport à une situation donnée, situation qui a fait mal, et que pour pas qu'elle nous fasse à nouveau souffrir, eh bien, nous conduit à la deuxième particularité de la maladie auto-immune, ça s'appelle la sclérose en plaques, qui est l'anesthésie du ressenti. C'est-à-dire que, en fait, ça touche à la myéline et la conductivité nerveuse, à la fois dans ce que sont les nerfs moteurs, donc le fait de bouger, de faire, de marcher, etc., ou de saisir, et puis ensuite, après, suivant les personnes. Mais ça touche également les nerfs sensitifs, c'est-à-dire la capacité à ressentir. Et c'est là où, quand vous mettez ensemble le potentiel moteur et le potentiel de ressenti, que ça touche à une perception très particulière qui est même par certains considérée comme un sixième sens, qui s'appelle la proprioception. Oui, tout à fait. Et voilà, et c'est ça qui est touché et qui est et qui est mis à mal et qui fait que on a un positionnement dans l'espace dont les repères se perdent et qui à ce moment-là déstabilise profondément à tout point de vue, au propre comme au figuré. Et contrairement à ce que vous venez de dire, Annie, votre corps, je crois au contraire, vous dit beaucoup de choses. Et oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, sur le plan symbolique, évidemment. Hein. C'est-à-dire que on pourrait presque dire, de manière un peu simplifiée, excusez-moi Annie, hein, mais on pourrait presque dire que pour ne plus souffrir psychiquement, vous avez mis un système de défense corporelle et qui finalement vous fait encore plus souffrir. Ouais. Ah ouais, non, tout ça, c'était suite. En fait, j'étais dans une mauvaise relation de mariage et j'ai eu un grave accident de voiture et ça a déclenché la sclérose et à 40 ans, évidemment. Et donc j'ai réfléchi beaucoup dessus et j'ai tout explosé. J'ai divorcé, je suis partie, j'ai tout refait ma vie et j'ai voilà une vie beaucoup plus stable justement et beaucoup plus heureuse et beaucoup plus simple et en accord avec ce que je voulais profondément. Mais voilà, j'ai les séquelles de la maladie qui s'installent, quoi. Bien sûr, mais là, si vous voulez, il y a deux choses. La première des choses, c'est que vous avez quelque part accusé réception du message. Ça, c'est déjà une première chose qui est une bonne chose. Vous avez résolu la situation en rejetant ce qui avait été le contexte et l'environnement ou les personnes toxiques qui avaient généré ce vécu. Oui. Il faut maintenant que, vous savez, comme quand quelqu'un qui s'est intoxiqué avec des métaux lourds, il va falloir maintenant vous débarrasser de ces métaux lourds toxiques à l'intérieur de vous qui sont ces vécus. Il va falloir digérer, et c'est ça, voilà, qui fait que vous êtes aujourd'hui vous êtes désemparé parce que les repères que vous avez, ils fonctionnent plus vraiment. Parce que la constitution des repères que vous avez faite et qui vous a, à juste titre, déjà aidé, en partie sauvé, ce sont les repères externes. Maintenant, il faut qu'à l'interne, vous ayez des repères à vous-même. Parce que derrière la pathologie auto-immune, il y a un déparamétrage, si vous voulez, de certains repères du système immunitaire qui font que vos propres cellules, à un moment donné, sont perçues par besoin absolu de se défendre et de se protéger comme disant des risques éventuels. Il faut que vous réacceptiez le ressenti de fond, qui va sans doute passer dans un premier temps peut-être par de la réémergence émotionnelle. Mais cette réémergence émotionnelle, c'est un peu quelque chose qui nous est resté sur l'estomac et que nous avons besoin de vomir. Il va falloir que vous vous en débarrassiez. Peut-être faut-il vous faire aider pour cela, de façon à reconstituer de nouveaux repères de votre vie. Rien n'est définitivement perdu, mais il faut que vous reparamétriez effectivement ces éléments de cette proprioception qui est en fait quelque chose qui est notre perception du monde qui nous entoure de façon en volume et globale. C'est-à-dire bien au-delà de ce que nos sens apparents perçoivent, nous avons une perception du monde environnant qui est celle qui fait que nous pouvons marcher dans la rue sans y réfléchir et sans faire attention, parce que tous les paramètres sont gérés, même les imperfections du trottoir. On sait, vous le savez sans doute Annie, la sclérose en plaques, c'est très curieux, il y a des rechutes, il y a des moments qui vont mieux, etc., etc. Et donc, travailler de l'intérieur, si je puis dire. Vous savez quel est le premier ingrédient des réémotions spontanées ? C'est l'amour. Oui. Bon. Oui, l'amour de soi. Oui.
Mais et puis éventuellement, pourquoi pas l'amour d'un autre ou d'une autre. Oui. Après tout. D'un sujet qui est passé par là. Qui sait. Oui. Non, mais c'est sûr. C'est pour ça que j'ai travaillé, vraiment dessus. Et je continue. Et je cherche de toute façon à améliorer les choses. Et là, j'ai réussi à la stabiliser depuis plusieurs années. Donc c'est déjà c'est énorme. Oui, absolument. Eh bien, continuez sur votre chemin. Comme on dit souvent, l'important c'est pas le parcours qu'on fait, c'est d'être sur le chemin et de continuer à avancer petit pas par petit pas. Merci beaucoup Annie. On fait une petite pause et on va conclure avec Chris qui nous rejoint dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Michel Odoul. Aujourd'hui, nous avons évoqué nos 5 sens. Et je rappelle que vous pouvez retrouver Michel Odoul dans 10 mois où tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est aux éditions Albin Michel, en édition augmentée, avec notamment toutes ces nouvelles maladies auto-immunes dont on vient de parler à l'instant, la sclérose en plaques, fibromyalgie, etc., qui sont, on le constate, malheureusement, en nette augmentation depuis. Oui, de toutes les problématiques de type 1. Le premier stade avant ça, c'est les allergies. Puis ensuite l'auto-immune, qui sont toutes les deux des catégories de pathologies qui signent le déparamétrage du système immunitaire. Or, le système immunitaire, c'est, comme on dit même en médecine, c'est la capacité à faire la différence entre le soi et le non-soi. Et donc ça signe très précisément que dans nos civilisations, manifestement, établir et construire une conscience de soi qui soit juste et équilibrée devient de plus en plus compliqué et difficile, parce qu'il faut se noyer dans un espèce de consensus unique et mou, dans lequel ce qui est la force d'un système immunitaire, c'est-à-dire faire la différence entre le soi et le non-soi, donc d'être différent, a de plus en plus de mal à pouvoir se constituer, puisqu'il faut être au contraire conforme. C'est ça. Donc c'est important de comprendre tout ça sur le plan symbolique, et puis que chacun parvienne à être en paix avec son monde intérieur. Oui. Et je rappelle que c'est souvent parce qu'on n'est pas en paix avec son monde intérieur que, comme par hasard, on n'est pas en paix avec le monde extérieur. Et non pas l'inverse. Bonjour Chris. Oui, bonjour, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Je suis heureuse de pouvoir vous parler, et je vous écoute souvent. Voilà, merci. Moi, moi c'est des problèmes. Alors j'ai des problèmes de vue, mais ça depuis toute petite, parce que j'étais myope petite. On me disait bon, avec la vue que tu as, comment tu feras, enfin je sais pas. On me disait myope comme une taupe. Enfin bon, j'ai eu donc des lunettes, après des lentilles, ensuite plus âgée, opérée de la cataracte, un début de glaucome. Enfin je suis suivie pour les yeux. Et puis l'idée c'était que on me disait tu arriveras jamais à te débrouiller toute seule, quoi, à trouver une profession où tu puisses réussir, alors que j'étais bonne en classe, j'étais douée, mais enfin douée, j'étais bonne, quoi, j'avais des bons résultats, mais il y avait un freinage au niveau de la santé. C'est toujours terrible, ces injonctions parentales qui sont dites à des enfants, alors que peut-être vous auriez tout à fait accepté votre petit handicap. Ce qui est peut-être important, on ne le dit pas souvent, Michel Odoul, entre quelque chose qui est là à la naissance, en quelque sorte, puisque la myopie de Chris, vous l'aviez au moment où vous venez au monde, et quelque chose qui arrive dans la vie, c'est pas la même signification. Vous l'expliquez bien d'ailleurs dans votre livre, Dis-moi où tu as mal. Oui, derrière la chose qui arrive à la naissance, il y a effectivement un bagage de départ, qui est un bagage de départ avec lequel on est, semble-t-il, a priori armé pour faire face à cela. Le problème souvent quand il y a ces bagages de départ, c'est pas la personne elle-même qui est concernée par ça, c'est ce que je disais déjà tout à l'heure, mais c'est par ceux qui sont autour, qui vont projeter à travers ça toute leur propre peur, leur propre ignorance, leur propre désespérance, etc., quelles que soient les raisons de cela, et vont essayer de les projeter dehors. Et c'est là où il y a effectivement des injonctions négatives permanentes qui peuvent arriver. Alors que lorsque quelque chose vous arrive dans le temps de l'ici et maintenant, c'est-à-dire après la phase intra-utérine,
c'est soit pathologique, soit post-traumatique. Là, ça rentre dans un cadre qui, par l'ensemble du groupe social et sociétal qui est autour, va être plus facilement entendu et accepté, et donc n'amènera pas aux mêmes critiques, aux mêmes injonctions. Et c'est vrai que c'est difficile pour l'individu de dépasser ça. A priori, vous avez réussi quand même. Oui, j'ai réussi, et donc j'ai réussi à bâtir ma vie, à réussir professionnellement. En plus, bon, j'ai eu une période très heureuse. Vers 50 ans, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est mariés, on a vécu très heureux pendant 16 ans. Malheureusement, il est mort d'un cancer du poumon, d'un cancer, bon. Et si vous voulez, les angoisses... j'avais dissipé mes angoisses et mes empêchements avec lui, et petit à petit d'ailleurs maintenant ça va mieux, mais l'angoisse de ne pas réussir toute seule à vivre, à me débrouiller est revenue quand en 2016 il a été, et moi c'était une période très dure pour nous parce que moi j'ai été opérée de pontage cardiaque et lui est mort voilà, et c'était des chocs importants. Ah bien sûr, oui. Mais attendez, c'est normal, ça fait quand même beaucoup de choses qu'il faut arriver à dépasser, et en plus seul, comme vous dites. Voilà. Et donc après, j'ai réussi à surmonter, à reprendre ma vie, quoi. Mais alors il y a des angoisses d'enfance justement qui ressurgissent brutalement. Et ce qui se passe, c'est que donc j'ai un traitement aussi donc pour les yeux, pour la tension oculaire, et puis un traitement pour la tension artérielle. Et alors quand je prends des produits, par exemple, je me réveille le matin, j'ai la bouche sèche et les yeux qui coulent. Bon voilà, alors je prends des produits, et plus je mets des produits, par exemple pour l'œil, et plus des fois je vois flou, je vois brumeux depuis, j'ai eu le Covid, alors il y a aussi les effets, on m'a dit ça pouvait être Covid long, ça s'est porté sur les yeux, donc depuis 2020, à un moment j'ai eu vraiment des troubles de la vue, quoi, je vois flou comme brumeux, si vous voulez, l'esprit brumeux, vous savez, foggy brain comme ils disent, les Anglais. Oui, il y a plein de choses mélangées dans ce que vous dites. Il y a à la fois ce qu'on appelle les effets iatrogènes de certains traitements. Il est évident que quand vous traitez pour certaines raisons les yeux, pour des questions circulatoires ou des questions neurologiques, parce que vous aviez, je crois, évoqué un glaucome, qui est une surtension oculaire, et etc. Il est bien évident que ça va avoir des actions sur d'autres zones corporelles qui, elles, n'avaient pas besoin de ça. Et c'est pas étonnant que ça ait des actions au niveau des glandes salivaires et au niveau du ressenti de sécheresse buccale. Et donc, ça, ce sont des conséquences qui sont par un espèce de système d'effet domino. Il y a un vrai besoin, si vous voulez, par rapport à tout ce qui concerne, j'ai expliqué au début que les 5 sens étaient présents au niveau de la tête et du crâne. Il faut savoir qu'au niveau de la tête, du crâne et de la nuque, eh bien, il y a des nerfs faciaux qui sont au nombre de 12 et qui émergent à partir de la nuque, donc de la colonne cervicale. Et que parfois certaines compressions au niveau cervical peuvent être des facteurs aggravants. Alors à la fois pour des questions de vue, des moments où par exemple c'est pour ça quand on est fatigué que la vue se trouble, etc. Eh bien il peut y avoir des compressions qui existent. Ça peut se traduire par des problématiques de compression au niveau de la mâchoire, c'est-à-dire de crampes au niveau voilà. Ça peut se traduire par des congestions qui existent au niveau de l'arrière-gorge. Ça peut se traduire par des acouphènes au niveau des oreilles, etc., etc. C'est-à-dire que il y a plein de conséquences sur cette tension qui existe au niveau de la nuque. Or, la nuque, eh bien, c'est ce qui sert de lieu de passage entre le conceptuel qui s'appelle le cerveau et le réel qui s'appelle les épaules et la capacité à agir. Et ça parle donc, la nuque, de tous les interdits qu'on se met en place parce qu'on pense qu'on ne peut pas, qu'on ne mérite pas, qu'on n'a pas le droit et qu'on n'est pas à la hauteur. Absolument. Absolument, les interdits. Voilà. Et que ça a besoin d'être libéré. Et donc, pour ça... allez voir un ostéopathe ou un praticien shiatsu, faites-vous faire un travail de détente et de libération de la nuque. C'est vraiment quelque chose qui va déjà vous aider pas mal. Merci. Écoutez, merci de m'éclairer parce que justement il y a des multicauses, c'est multicausal. Et merci parce que quelqu'un qui me dit, qui n'est pas uniquement médical, mais qui a quelque chose de plus, une dimension, non seulement on va dire globale, voilà, holistique comme on dit. Eh bien ça fait du bien parce que ça ouvre, ça permet mais vous savez, d'enlever les limites. Chris, quand on met un peu de lumière, on voit plus clair. Hein.
Oui, merci Brigitte. Merci à vous, vous me faites rougir là. Merci encore. Hein. Non, mais je vous en prie. Je vous en prie, merci de votre témoignage et de votre optimisme et votre bonne humeur, parce qu'on a l'impression au moins que vous repartez avec quelque chose qui va vous permettre d'avancer. C'est ça l'objectif de Michel Odoul, tant par vos livres que quand vous venez. Ce que vous avez envie, en fait, c'est d'allumer la lumière, et puis après à chacun, comme je le dis souvent, à chacun de ranger son bordel. Hein. De toute façon, on peut pas ranger le bordel à la place de l'autre. On peut, en revanche, on peut allumer la lumière et amener quelques petits éclairages. Voilà, c'est la seule chose qu'on peut faire. Après, chacun fait ce qu'il peut. Hein, bien sûr, évidemment, il y a pas du tout de jugement de notre part non plus. Merci beaucoup, Michel Odoul. Le lexique est sorti, le livre est ressorti, et c'est aux éditions Albin Michel. Si vous avez envie d'en savoir plus. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delovan, et puis nous serons demain avec Bruno Martin, notre spécialiste de l'éjaculation rapide, et on essaiera de comprendre le temps nécessaire du coït avec lui. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Sud Radio. Vous êtes 900 000 à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Quel succès! Merci de votre fidélité. À votre radio préférée, c'est Sud Radio, et c'est Judith Belair qui vous parle. Sud Radio, parlons vrai.